Alors, bonjour. Comme on vient de mentionner, je siège sur l'exécutif national. Je suis président du comité de mesures de pression. Alors, vous allez certainement vous rappeler en fait qu'on faisait face à des changements législatifs qui modifiaient le contexte de la négociation collective. Une des recommandations qui a été faite par l'exécutif national, et ça a été adopté en 2015, était pour mettre sur pied un fonds de défense. Pourquoi? Eh bien, précisément parce que la loi qui a été modifiée par le gouvernement précédent a fait en sorte qu'on ne puisse plus passer par l'arbitrage obligatoire pour en arriver à une convention collective. On est toujours passé par l'arbitrage obligatoire par le passé. On n'avait pas de fonds de défense et parce que le Conseil du Trésor nous avait dit que vous ne pouvez plus passer par l'arbitrage obligatoire, vous devez passer par la conciliation pour cette ronde de négociation. Alors, à cause de cela, on devait apporter des modifications, donc à recommander aux membres qu'on crée un fonds de défense. Pourquoi? Eh bien, pour nous permettre de financer des initiatives de moyens de pression qui seraient approuvées par les membres pour obtenir une entente, un bonus due forme. Alors, l'année dernière, les membres ont approuvé la création d'un fonds de défense. Et la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a alloué, y a versé $1 million. Un peu comme dans le budget actuel, on recommande le versement de $600 000 additionnels. Il y a déjà $1 million dans le fonds de défense, 1,5 million finalement. Quelqu'un a fait un don. Une des propositions dont les membres sont saisis lors de ce vote budgétaire, c'est une résolution pour recommander qu'à l'avenir, que 75% des excédents à la fin de chaque exercice soient automatiquement affectés au fonds de défense. Et pourquoi on recommande cela? C'est pour nous doter d'un mécanisme pour augmenter le fonds de la défense. On a eu donc une réunion spéciale à laquelle vous avez participé au mois de février. Lors de cette réunion, un grand nombre des participants ont fait remarquer qu'1 million de dollars n'est pas grand-chose pour une association de notre taille. Si on voulait mener des moyens de pression importants. Alors, on a écouté les participants à cette réunion, on a écouté les participants à les réunions locales. Et grâce à ces débats, ces discussions, on a décidé que le meilleur mécanisme pour nous permettre d'augmenter le montant qui se trouve dans le fonds de défense, que ça serait à l'avenir de automatiquement verser 75% d'un excédent au fonds de défense. Il y aura donc un autre vote distinct où il y aura un bulletin de vote avec une autre question sur cette proposition-ci, justement. J'aimerais vous faire remarquer que les choses ont changé depuis une semaine et demie. Comme vous le savez, sans doute, le gouvernement s'est engagé à abroger la division 17 de ce qu'on appelait le projet de loi C4, qui a été présenté par l'ancien gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'arbitrage obligatoire est maintenant une possibilité dont les agents de négociation collective peuvent se prévaloir. Ce n'était pas clair jusqu'à il y a quelques jours, à savoir si on allait pouvoir s'en servir lors de cette ronde de négociation. Le Conseil du Trésor s'est engagé maintenant à nous le permettre. Alors, et à titre personnel, moi je pense que c'est une victoire. Nous avons
aider, grâce à nos activités au fil des années, à obtenir ce changement et on devrait s'en féliciter. Je vais dire également que même si l'arbitrage obligatoire est maintenant une option à nouveau, il reste à réfléchir et à essayer de voir si on va aller vers l'arbitrage obligatoire ou vers la conciliation, parce qu'on on avait commencé avec la méthode de la conciliation et de la grève. Bon, le mécanisme de changement est encore une question. Je ne sais pas si l'équipe de négociation collective en a déjà parlé, mais ça ne date que de quelques jours, cette lettre du Conseil du Trésor, donc je ne pense pas que la discussion a déjà été faite, a déjà eu lieu. Mais même si la CEP opte pour l'arbitrage obligatoire comme mécanisme pour cette série de négociations collectives, il reste de bonnes raisons d'avoir un fonds de défense sérieux. Donc, avec le dernier contexte que je vous ai donné, lorsqu'on l'a présenté aux membres, la proposition de créer ce fonds de défense au départ, l'exécutif national s'était engagé à préparer un mandat. Et je voulais vous laisser savoir que c'est toujours en cours, Il faut l'ajuster étant donné la nouvelle réalité. Et le projet a été envoyé au comité des finances pour examen. Et le mandat crée donc pour la création du fonds. Bon, il ne crée pas le fonds parce que ça n'a pas été approuvé encore par l'exécutif national, mais l'idée c'est que ce fonds de défense pourra être utilisé pour les frais juridiques, c'est spécifiquement dans le contexte des négociations, pour les contestations judiciaires, pour les pratiques injustes de travail, pour des activités qui sont prises pour éviter des mesures de pression, mais ça pourrait aussi, si les membres le décidaient, d'adopter des mesures de pression pour soutenir des choses comme les grèves tournantes, les campagnes de retour au travail lorsqu'il y a des brayages dans certains endroits. Donc, les membres devraient donner le mandat pour cela et pour les actions qui seraient prises ensuite. Donc, il y a plusieurs choses pour lesquelles on pourrait utiliser le fonds de défense. Mais le principal message, c'est que ce fonds de défense nous permet de nous présenter dans une position de force dans les négociations collectives. Et c'est l'objet de ce fonds de défense. Donc, voilà l'objectif. Et voilà la proposition, encore une fois, pour nous assurer que vous avez en fait une question donc pour affecter 75% des surplus ultérieurs à la caisse au fonds de défense. Questions, rendez-vous au micro ou envoyez-nous vos questions par courriel ou Twitter. So if you have questions, come to the mics and I'll start. Si vous avez des questions, allez au micro et on a prévu 15 minutes de questions pour cette question-là. Donc, je donne la parole au micro 2. Bonsoir. Doran Petriou du commissariat du lobbying. Je veux féliciter tous ceux qui ont travaillé là-dessus. Maintenant, ce qui m'a frappé la première fois que je suis allé aux réunions de la CEP, c'est qu'il n'y avait pas de mécanisme dit de fonds de défense du tout. Et comme dit le proverbe, la meilleure chose, c'est de se promener avec de gros bâtons. Mais là, pour l'instant, avec ce fonds, la caisse a une nouvelle arme. Alors, je presse tout le monde de soutenir cette proposition. N'êtes-vous pas d'accord? D'accord. Donc, ça n'est pas une question. Alors, micro 1. Oui, c'est moi, j'imagine. Bonsoir. Greg Phillips de Statistique Canada. Je me demande comment vous êtes arrivé avec ce 75%. Je sais qu'il y a une restructuration des cotisations pour laquelle vous avez fait beaucoup d'études et de travail de terrain. Mais je me demande si vous pourriez nous donner un peu de contexte sur la façon dont on est arrivé à ce 75%. Désolé, j'ai manqué la deuxième moitié de votre question et si je n'ai pas bien répondu, précisez parce que je veux être sûr d'avoir la bonne réponse. Mais 75%, c'est que 25% vont continuer à aller à notre réserve, à s'accumuler dans notre réserve. Et c'est un chiffre arbitraire.
On n'a pas voulu mettre 100% pour des raisons évidentes. Alors, j'imagine la deuxième partie, c'est lorsque vous avez prévu la structure de restructuration, vous avez fait des enquêtes, enfin des recherches sur ce que vous alliez proposer aux membres. Et je me demande pourquoi vous ne l'avez pas fait dans ce cas-ci, pour les 75% pour le fonds de défense. Peut-être que le membre aurait voulu 90%, je ne sais pas. Je me demandais simplement quel était le processus pour arriver à ce chiffre. Eh bien, oui. On a discuté du fonds de défense en général et ce que les gens pensaient qu'on pourrait utiliser comme mécanisme pour l'augmenter pour l'avenir. Et les autres idées qui ont été lancées dans le cadre de ce processus qui a commencé à l'Assemblée extraordinaire de février, où un prélèvement spécial que d'autres syndicats ont essayé. C'est un mécanisme qui permet de mettre en place une augmentation temporaire des cotisations. D'autres syndicats l'ont fait et dans certains cas, ils l'ont fait sans même avoir recours à l'approbation des membres. Et je ne crois pas que ce soit acceptable selon les statuts à la CEP, mais pour essayer de voir quel est le meilleur mécanisme. Eh bien, dans la grande majorité, les gens veulent que le fonds de défense soit solide et les questions sur le meilleur mécanisme, il semble que c'est celui-ci que les gens préféraient. En gros, on n'a pas fait de sondage d'opinion parce qu'on n'avait pas deux ou trois choses, mais on a demandé aux gens ce qu'ils pensaient logique en matière de mécanisme et de façon générale, les gens semblaient penser que comme on avait commencé, c'était la bonne façon de continuer, c'est-à-dire d'attribuer des parties de nos surplus accumulés. Oui, bonsoir Eric. Pêcher Océan. Je voulais savoir s'il va y avoir un mécanisme pour mettre un plafond à un moment donné, une fois que un certain montant a été accumulé dans le fonds de défense, qu'il y a un plafond et que les surplus soient réalloués à d'autres usages, ou est-ce que c'est de façon indéterminée, ça va toujours être 75%? If I understood right. Eh bien, si j'ai bien compris, je vais répondre et vous pouvez me dire si j'ai mal compris. Mais je crois, en gros, qu'on n'a pas parlé de plafond, non, d'établir un plafond à l'exécutif national. Mais je pense que c'est une bonne idée. Et je crois que le comité des finances devra suivre ce qui se passe avec ce fonds de défense. Et on devra aussi réévaluer les changements de contexte dans les négociations collectives et revenir trouver les membres avec ça. Dans d'autres discussions, dans les discussions ultérieures sur le budget. Très bien, merci. Alors, pardon, désolé, Andy Legault de Santé Canada. Si j'ai bien compris, ce budget sur 2 ans mettrait $1 million dans un compte distinct pour la Caisse de défense. 600 000 cette année et 75% de l'excédent prévu pour l'année prochaine. Et donc ensuite, ça continuerait à augmenter en supposant qu'on ait toujours une trésorerie excédentaire dans l'exercice. Est-ce que c'est ça? Oui. Si on continue à accumuler des excédents, si cette proposition est approuvée par les membres et si les projections ne changent pas beaucoup aussi, oui. Bon. Et pour revenir sur l'autre question, à quel moment, si on continue à accumuler des excédents qui dépassent, je ne sais pas, il reste 25% qui vont dans l'avoir des membres. Alors, quelle est la cible là pour l'avoir des membres où vous pourriez commencer à penser que les cotisations sont trop élevées? Si vous percevez toujours plus que le montant de vos frais opérationnels, donc on pourrait dire raisonnablement si les cotisations étaient trop hautes. Oui, merci Randy. Bon, l'argument a déjà été présenté, mais on n'a pas discuté politiquement de la chose.
en tout cas pas à la table du SEN de ces cibles. Je sais qu'il y a un certain temps, peut-être qu'il faudrait remonter de plusieurs années, on a eu des recommandations du vérificateur sur ce qu'il aurait aimé voir dans une situation idéale pour le fonds de la réserve. C'était 4 à 6 mois. Oui, c'était la suggestion de 4 à 6 mois, ce qui est à peu près où on en est maintenant. Donc, soit l'augmentation des recettes ou des cotisations, ce qu'elle amènerait. Donc, enfin, autant que je peux voir, pour ce budget, on va avoir un excédent. Mais est-ce qu'on fait ça pour augmenter les activités? On a de grands plans qu'il faudra financer, ou bien est-ce que c'est pour augmenter l'avoir des membres? Et comme on le sait déjà, il est suffisant. Ou c'est simplement pour augmenter le fonds de défense? Et soit dit en passant, et ça augmente également l'avoir des membres. Eh bien, c'est la dernière solution. Randy. Est-ce qu'il y a des questions d'Internet? On va laisser la parole au micro d'abord. D'Agriculture Canada, toujours. Dans le mandat, donc on est encore en train de l'établir, ce mandat, et je me demande s'il y a eu des décisions de garder le fonds de défense à un minimum et l'utiliser pour utiliser une partie dans le budget, surtout les années où il n'y a pas d'excédent, par exemple. Bon, c'est une bonne question, mais il va falloir qu'on s'en occupe d'une année à l'autre. Si une année, nous n'avions pas d'excédent, eh bien, l'exécutif national devra voir quelles recommandations il fera aux membres. Et le mandat, la partie qui reste à être précisée concerne les mécanismes de financement. Donc, ça, ce sera une discussion que devra avoir le comité des finances. Très bien. Donc, la question d'Internet de Holly Mullen. Quelles sont les dépenses actuelles contre les excédents? Sachant le savoir aiderait à prendre la décision pour le fonds de défense. Il faudrait une calculatrice pour les dépenses par rapport à l'excédent. Alors, l'autre question, est-ce que vous pensez que le surplus accumulé, quelles sont les dépenses actuelles face à l'excédent, étant donné qu'il faut, elle veut parler, je crois, de surplus accumulé, d'excédent accumulé plutôt. So Nick has just done. Donc, Nick a fait un calcul très grossier, très approximatif, et il dit que ça représente à peu près 8%. J'ai regardé, il a divisé. Qu'est-ce que c'était? J'ai regardé les dépenses générales et ensuite je dois prendre en compte le montant qu'on a affecté dans l'année 2, donc au fonds de défense, et ensuite la proposition de 600 000 qu'on a pour cette année. En tout cas, pour le fonds de défense, c'est à peu près 8%, donc c'est pas mal près de ce qu'on a prévu. Alors, je vous laisse poser une deuxième question, Greg. Les 75% donc concernent l'excédent, mais cette année, on a un déficit. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aura rien à contribuer à ce fonds de défense dans les 2 prochaines années, parce que là, on n'a rien à contribuer cette année? Comment est-ce qu'on fait pour le calculer? Parce que cette année, je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre, mais on prévoit un déficit de 200 000 $.
Donc 60% de ça, c'est rien. Mais si vous prenez les 600 000 $ qui montrent 2 000 ou 3 000 $, vous allez prendre 75% de ce montant-là ou du montant qui sera indiqué en bas des dépenses, au bas de la feuille du bilan. Bien, Greg, si vous regardez le document budgétaire, pour les dépenses totales, c'est moins ce qui est à la ligne 18 pour cette année. Donc, on prendrait ces dépenses moins le fonds de défense. Donc, sur des revenus progressifs généraux. Et donc, 75%, ce serait la différence. Quand on va voter, j'imagine que ce sera plus clair. Donc, moi, je suis très visuel. Je voudrais bien savoir comment calculer ces 75%. Donc, c'est difficile à préciser. Et là encore, je n'ai pas fait de calcul en fonction de projection sur cette différence. Alors, difficile d'évaluer, mais disons par exemple que la neutralité des coûts, c'était un des éléments. Mais par la suite, si on... Qu'est-ce que sera l'augmentation économique avec les négociations? Une fois la série de négociations, si on avait un pourcentage d'augmentation générale sur les 3 années de la convention collective, et il y aurait une rétroactivité. Donc ça, ce serait une augmentation générale par rapport aux revenus progressifs. Donc, on aurait un excédent et 75% de ça. Et ça, ce serait affecté au fonds de défense et les autres 25%, les 25% restants, iraient quoi? Seraient non affectés, un excédent non affecté, un avoir des membres non affectés. Donc, nous avons une mise à jour de Holly. Je crois que c'est juste là. J'avais mal lu. Quels sont les types de dépenses actuellement qui sont utilisées face à l'excédent? Donc, sachant qu'on va approuver le pourcentage qui va aller au fonds de défense. Alors, il n'y a rien. En gros, c'est une caisse pour imprévu. C'est pas vraiment ça, mais un excédent général. Certaines années, ce sera mieux que d'autres. Et si on a un déficit une année, on pourra piocher là-dedans, mais ou est-ce que c'était précisément le poste budgétaire des frais imprévus? Ça, ce serait plus facile à répondre. Est-ce que c'est clair? Alors, je vais répondre à la deuxième question, d'ailleurs. Ça paraîtra sans doute plus logique. On a dit 2,8 millions, nous avons dit, n'est-ce pas? L'excédent accumulé au 30 avril 2015 était de 2 887 379 $. Donc ça, c'est l'avoir non affecté des membres. Alors, micro 2. Nicole Stewart, encore une fois, de Affaires mondiales Canada. J'aurais davantage une suggestion à faire plutôt que de poser une question. On a parlé plutôt de ce qui se passe lorsqu'on a un déficit. Donc, est-ce qu'il y aurait une reprise dans la caisse de défense, le fonds de défense? Alors, je suggère que lorsque on vote sur le budget, il soit dit clairement aux membres, dans l'une des notes en tout cas, afférentes au budget, il faudrait que ce soit clair pour qu'on ne regarde pas seulement 400 000 $ de déficit prévu et ça va en fait réduire le montant qui va être versé au fonds de défense. Donc, que ce déficit ne va pas se matérialiser. Oui, merci de la suggestion. Alors, on prévoit de fournir de l'information aux membres pour donner le contexte du budget.
un petit peu comme ce que vous avez là dans la note. Et alors, ce que je vous ai entendu dire, je crois, c'est qu'on ne veut pas que les membres regardent seulement l'excédent, la ligne déficit-excédent, disent il y a un déficit. Pourquoi il y a un déficit? On doit expliquer pourquoi. C'est la façon dont on a décidé d'affecter l'avoir non affecté des membres à une caisse, à un fonds de défense affecté. Donc, on donnera certainement cette information, mais merci de votre suggestion. Je viens de recevoir une... Harley m'a dit, oui, c'est ça. À quoi vous dépensez l'excédent en général? C'était ça ma question. Bon, super, Oli. Micro 2. Just Rise d'Emploi et Développement social Canada depuis cette semaine. Alors, j'aurais des questions de précision à demander. Page 18, ligne 18, Fonds de défense, vous avez dit que l'argent serait pour les mesures de grève, payer les honoraires juridiques, si on porte le gouvernement devant les tribunaux pour la mobilisation. Mais d'où est venu cet argent avant qu'on ait le fonds de défense? Est-ce qu'on a fait déjà des choses comme ça? Eh bien, si on avait des dépenses extraordinaires, elles seraient venues de la réserve non affectée. Mais certaines des activités que l'on prévoit d'avoir et de financer avec l'argent du fonds de défense, on les aurait fait dans le passé, on aurait eu un budget pour cela dans le reste du budget. Donc, il s'agit ici d'avoir un poste budgétaire qui est symbolique, qui montre qu'on est fort à la table de négociation et qu'on a quelque chose sur quoi tabler pour faire ces choses-là. Mais traditionnellement, en fait, nous n'avons jamais eu de voter pour des mesures de pression, même si nous avons toujours été à l'arbitrage obligatoire, mais le financement des arbitrages venait d'autres postes budgétaires du budget. Je crois qu'on a épuisé le sujet. Alors, la question suivante, ou plutôt la question suivante est la dernière. En fait, je vous rappelle une dernière fois que tous les membres recevront un bulletin électronique le 15 juin et qu'ils pourront voter jusqu'au 27 juin. Alors, question. L'utilisation des surplus pour garder le fonds de défense. Voici la question sur laquelle vous serez invité à vous prononcer. Il est résolu d'accepter la recommandation du Conseil exécutif national que 75% des surplus du budget de l'ACEP à la fin de chaque exercice financier soient automatiquement affectés au fonds de défense.